Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce webinaire sur le thème des conditions générales de vente. Là, on va parler des conditions générales de vente pour un site de e-commerce à destination des consommateurs uniquement. Donc, je suis Émilie Nicot, responsable réglementaire et juridique à la Chambre de commerce de Haute-Savoie. Nous allons passer une trentaine de minutes ensemble, au cours de laquelle je vais essayer de vous expliquer comment rédiger vos conditions générales de vente pour votre site de e-commerce à des consommateurs. Alors, le diaporama que je vais vous diffuser est d'ores et déjà téléchargeable dans la rubrique Documents à distribuer, qui se trouve en bas à droite de la petite barre que vous avez à droite de votre écran. Et donc, vous pouvez me poser des questions tout au long du webinaire, mais je n'y répondrai qu'à la fin. Je nous garde un petit temps de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Voilà, donc nous allons maintenant commencer. Donc, comme je vous le disais, nous allons parler ici uniquement des conditions générales de vente en ligne à destination des consommateurs et uniquement celles-ci. Parce que vous verrez au fur et à mesure que ces conditions générales de vente sont très réglementées, qu'on ne peut vraiment pas faire n'importe quoi, alors que, en fait, pour le professionnel, il y a beaucoup moins de réglementation. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de bien séparer les deux types de conditions générales de vente. Donc, la vente en ligne impose un certain nombre d'obligations supplémentaires par rapport à la vente classique. En effet, le client ne voit pas le produit qu'il va acheter avant de le recevoir, donc il ne peut pas être sûr de sa qualité, ni même de la conformité par rapport à ce qu'il souhaitait acheter au moment où il a passé commande. Par ailleurs, il peut même être compliqué de savoir qui est le vendeur, puisqu'il n'est pas forcément situé en France. Il peut être également compliqué de faire pression vis-à-vis du vendeur si jamais quelque chose ne s'est pas bien passé au moment de la vente. Donc c'est principalement pour ces deux questions que ce mode de vente est si réglementé et vous verrez par rapport au point de réglementation, une fois que vous aurez compris la logique, tout vous paraîtra finalement normal par rapport à toutes ces obligations. Donc je vais essayer de vous expliquer les obligations liées aux conditions générales de vente en ligne en développement 3 points. Alors des conditions générales de vente pour qui et pourquoi, des conditions générales de vente décryptées et des conditions générales de vente utiles. Avant toute chose, il est important de comprendre que même si la plupart des informations qu'on insère dans les conditions de vente sont obligatoires, elles sont de toute façon utiles pour définir la relation entre le professionnel et le consommateur. En fait, il ne faut pas voir ça uniquement comme une obligation, mais un peu comme une opportunité. Alors, à quel cas sont destinées ces conditions générales de vente? La réglementation et les exemples que je vais vous donner tout à l'heure sont valables pour la vente à distance, c'est-à-dire la vente par Internet bien sûr, mais également la vente par voie postale et la vente par téléphone. Et elles sont valables pour la vente à des consommateurs. Comme je vous le disais tout à l'heure, la vente à des professionnels est beaucoup moins encadrée. Et d'ailleurs, il est recommandé, lorsque vous vendez sur votre site Internet à des professionnels et à des consommateurs, de rédiger deux types de conditions générales de vente différentes. Et même, il est vraiment recommandé d'avoir même deux sites internet différents, un pour les professionnels et un pour les consommateurs. À quoi servent ces conditions générales de vente? En fait, les conditions générales de vente, c'est l'équivalent d'un contrat de vente entre un client et un vendeur. Elles permettent de fixer le cadre juridique à leur relation commerciale en informant les clients avant le passage de la commande et en protégeant le client et le vendeur, notamment en cas de conflit. En fait, les conditions de vente, elles permettent d'anticiper les conflits et doivent ainsi être adaptés au mode de fonctionnement du e-commerce et au type de produits qui sont vendus. Alors vous trouverez souvent des conditions générales de vente type sur Internet. Alors ça peut faire un bon départ, simplement il faut vraiment les adapter à votre manière de fonctionner pour que ça reflète le mode de vente par rapport à vos consommateurs, parce que sinon ça peut vite être plus bloquant qu'autre chose en fait. Donc il ne faut surtout pas copier des conditions générales de vente de concurrents. Donc déjà parce que ça ne va pas forcément s'adapter à votre fonctionnement à vous, mais aussi parce que c'est simplement interdit. On peut s'en inspirer, mais surtout pas les copier. Et il faut vraiment les revoir et les adapter à chaque site internet. Donc si leur rédaction peut parfois sembler lourde, des conditions de vente bien rédigées et conformes à la réglementation donnent une image de confiance au consommateur.
Un consommateur qui ne trouve pas facilement les informations qu'il a l'habitude de trouver sur la plupart des sites internet, notamment sur la livraison, sur la rétractation, aura plus de crainte à valider une commande. Donc vous-même, je pense qu'en tant que consommateur, vous avez maintenant l'habitude de trouver les conditions générales de vente et toutes les informations nécessaires sur le vendeur assez facilement. Et je pense que vous avez développé une méfiance vis-à-vis des sites qui ne le font pas ou qui ne le font pas correctement. Toute la réglementation encadrant la vente en ligne est d'ordre public, c'est-à-dire qu'elle est impérative et qu'on ne peut pas y déroger. Il existe un arsenal d'amendes administratives allant de 15 000 à 75 000 euros qui ont été mises en place à l'encontre des sociétés commerciales qui n'informent pas le public correctement. C'est le Centre de surveillance du commerce électronique, le CSCE, pardon. C'est un service de la Direction de la répression des fraudes qui a pour mission de contrôler le secteur du e-commerce. Il est composé de près de 70 cyber-enquêteurs qui sont chargés de surveiller les sites de commerce électronique. Donc, c'est-à-dire qu'il y a donc 70 personnes qui, toute l'année, vont aller vérifier en fait le contenu des sites internet de vente de e-commerce en France. Et ils sont susceptibles à tout moment de contrôler votre site parce qu'ils contrôlent des gros sites internet, mais également beaucoup de petits sites internet. En 2017, ils ont visité 1028 sites internet. Ces contrôles ont donné lieu à 283 avertissements et 275 mises en demeure de modifier un certain nombre de conditions. Mais ce qui est assez rassurant, c'est que ça a donné lieu simplement à 52 procès-verbaux pour les infractions les plus graves. Donc il faut se dire que en fait, la plupart du temps, quand il y a une enquête sur le site internet, même s'il y a quelques éléments qui ne sont pas tout à fait conformes à la réglementation, en fait, vous allez recevoir une mise en demeure de modifier ces éléments, mais pas directement un procès verbal et une amende parce que votre site internet n'est pas conforme. À partir du moment où le site internet, le vendeur, en tout cas e-commerce, est de bonne foi en fait, où c'est un petit élément qui a été oublié, quelque chose qui n'est pas très bien rédigé, ça va être dans un premier temps un avertissement. Alors les principales obligations liées à cette réglementation qu'on va voir tout à l'heure sont les suivantes. Vous verrez qu'il y a beaucoup d'informations précontractuelles et il y a des obligations concernant le droit de rétractation qui est très encadré, des délais de livraison qui sont imposés, des garanties qui sont impératives, les garanties de conformité et de vice caché, et un droit à la médiation. Donc avant toute chose, comme je vous le disais, le consommateur doit être informé de manière lisible et compréhensible par le professionnel d'un certain nombre d'éléments. Certains éléments sont également insérés dans les pages du site internet en lui-même, certains dans les conditions de vente et d'autres dans un onglet à part souvent appelé mention légale. Il faut savoir que cette manière de faire n'est pas obligatoire. Le principe est simplement que toutes ces informations doivent être mises à la disposition du consommateur avant la commande. Mais je vais quand même séparer ces trois rubriques car ça correspond le plus à ce qu'on a l'habitude de voir en tant que client sur les sites internet. Mais donc toutes ces informations au final pourraient être uniquement dans les conditions de vente ou pourraient être séparées à différents endroits du site internet. En théorie, réglementairement, ça poserait pas de problème. Donc je vais commencer par les informations précontractuelles. Avant la passation de la commande, le professionnel doit communiquer au consommateur les caractéristiques essentielles des produits vendus, leur prix, les délais de livraison, son identité et la description du processus de commande et des moyens de paiement. Les caractéristiques essentielles sont les éléments dont a besoin le consommateur pour se décider, tels que la couleur, le poids, la taille, le nombre, la date de péremption, les conditions d'utilisation. En fait, ça va beaucoup dépendre du type de produit et c'est simplement la même chose que ce qu'il y aurait sur un catalogue papier ou ce que verrait le client en se rendant dans un magasin, en fait. Il n'y a pas de liste précise de ce que vous devez indiquer, mais c'est les informations minimales et nécessaires dont a besoin le consommateur pour décider de faire son achat ou de ne pas le faire. Ensuite, vous devez indiquer le prix des produits disponibles à la vente. Ces prix doivent être lisibles et compréhensibles, exprimés en euros et en TTC. Et ce qui est important, c'est qu'ils doivent comprendre tous les frais accessoires que l'acheteur pourrait être amené à payer, principalement les frais de livraison. En fait, comme dans un magasin, le consommateur doit être en mesure de connaître le prix qu'il aura à payer sans être obligé de le demander.
Ces informations sont également en général directement dans les pages marchandes du site internet. Ensuite, le consommateur doit être en mesure de connaître le délai de livraison avant la passation de la commande pour vérifier qu'il sera conforme à ses attentes. C'est un délai qui ne doit pas être indicatif et qui doit être précis. Mais ça, je reparlerai plus tard du délai de livraison parce qu'il y a des mentions très précises et qui font généralement partie des conditions générales de vente. Le professionnel doit préciser certaines informations le concernant. Ça, on en reparlera également à la fin de la présentation parce que c'est souvent indiqué dans une rubrique mention légale. Et enfin, avant de passer commande, le consommateur doit se voir décrire le processus de commande. Ça, c'est souvent dans une clause des conditions de vente. Et les moyens de paiement. Les moyens de paiement, ça dépend. Quelquefois, c'est sur la première page du site, quelquefois dans les conditions de vente. En tout cas, l'idée, c'est qu'il faut qu'il sache facilement quels sont les moyens de paiement acceptés sur le site internet sur lequel il se situe. Alors pour les clauses obligatoires, je me suis dit que j'allais partir d'un exemple en fait de chacune des clauses obligatoires pour vous expliquer pour chaque partie si c'est une partie qui est obligatoire ou pas, si les délais sont nécessaires ou s'il y a des choses qu'on peut modifier par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans les conditions de vente. Donc on va commencer par un article sur le droit de rétractation. Alors ce droit, c'est la mesure phare de la vente à distance. Il est européen et très encadré dans ses modalités d'exercice. Si vous vendez un bien à distance, et à distance uniquement, le consommateur a le droit de changer d'avis sur son achat. C'est le droit de rétractation. Toutefois, ce droit ne s'applique pas à certains achats, comme par exemple, alors je ne vais pas tout citer parce qu'il y a beaucoup d'exceptions, mais il ne s'applique pas notamment à des biens confectionnés à la demande ou nettement personnalisés, comme un meuble ou des vêtements qui ont été confectionnés sur mesure, des biens détériorables ou périssables rapidement. Donc là, ça va être des biens alimentaires, par exemple, enfin, certains biens alimentaires, des biens ouverts et non retournables pour des questions d'hygiène ou de protection de la santé. Ça va être des cosmétiques, des sous-vêtements vendus en sachet, par exemple, des biens indissociables d'autres articles, comme la télécommande pour un téléviseur. Alors ça vaut aussi pour les services, mais le délai de rétractation ne va pas s'appliquer pour des services totalement exécutés avant la fin du délai de rétractation, avec l'accord ou à la demande du consommateur, les services d'hébergement ou de transport, la location de voiture, la restauration, les activités de loisirs fournies à une date précise. Donc maintenant qu'on a vu ce que c'était que ce droit de rétractation et quelles sont les exceptions, on va voir la clause phrase par phrase en fait. Alors, vous disposez d'un délai de rétractation de 14 jours à compter de la réception de vos produits pour exercer votre droit de rétractation. Alors, le client dispose de ce délai de 14 jours minimum pour changer d'avis sur son achat à distance. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un délai légal minimum. Donc, il est tout à fait possible de proposer un délai plus long, comme le font certaines grosses sociétés de vente en ligne qui proposent un droit de rétractation de 30 jours par exemple. En revanche, il est bien sûr impossible de proposer moins. Mais vous ne serez pas étonné voilà, de voir les 30 jours, parce que c'est en fait c'est un droit de rétractation commercial, un argument commercial supplémentaire. Par contre, tous les sites internet sur lesquels on voit un délai de rétractation de 7 jours, ça veut dire que le site n'est pas à jour. Sans avoir à justifier de motif. Ça, c'est une phrase importante. Parce qu'en effet, c'est quelque chose de légal. Le client n'a pas à motiver ou à justifier sa décision de rétractation. Il est interdit de conditionner l'exercice du droit de rétractation à la justification de la décision. Alors, on peut demander au consommateur les raisons pour lesquelles il ne souhaite pas conserver le produit. Par contre, s'il ne répond pas, on ne peut pas refuser sa demande de rétractation. Donc, dans le formulaire de rétractation, la case avec une petite astérix qui fait que ça ne fonctionne pas si jamais c'est pas rempli, ça c'est complètement interdit. Les retours sont à effectuer dans leur état d'origine et complet, emballage, accessoire, notice. Tout dommage subi par le produit à cette occasion peut être de nature à faire échec au droit de rétractation. Si les retours ne sont pas complets ou en bon état, vous avez tout à fait le droit de refuser de reprendre les produits. L'idée générale du droit de rétractation est que le vendeur doit pouvoir revendre les produits après les avoir récupérés. C'est pas que le vendeur récupère les produits et se retrouve avec les produits sur les bras.
C'est le même principe que l'exception pour les produits nettement personnalisés, en fait. À partir du moment où les produits sont personnalisés et qu'il ne peut pas les revendre, le client ne peut pas demander un droit de rétractation. Les frais de retour sont à votre charge. Alors ça, c'est quelque chose de très important parce que le vendeur doit rembourser la totalité des sommes versées, frais de livraison inclus, mais les frais de livraison allés. En fait, pour les frais de livraison retour, il est possible pour le vendeur soit de payer les frais de renvoi, par exemple avec des colis prépayés, soit en remboursant l'acheteur de ses frais, soit en laissant à la charge du consommateur le coût du retour. Le choix entre ces deux possibilités, donc les frais de retour à votre charge ou à la charge du consommateur, c'est uniquement une politique commerciale de chaque vendeur. En fait, le vendeur doit faire la balance entre l'attractivité de son site et de ses offres et les coûts engendrés par la prise en charge de ses retours. Pour information, j'ai trouvé quelques statistiques. En 2018, le taux de retour dans le e-commerce par le biais de la rétractation était quand même de 25% des achats. Et une étude de Barclaycard met en avant les conséquences des retours sur l'activité des marques qui vendent en ligne. En effet, selon eux, 57% des e-commerçants estiment que les retours ont des effets négatifs sur leur activité. 33% d'entre eux offrent le retour gratuit, mais ils compensent ce manque à gagner en gonflant les prix de livraison. Et 20% déclarent qu'ils augmenteraient les prix des produits pour couvrir le coût des retours. Donc dans tous les cas, en fait, soit vous décidez de mettre les retours à la charge du client, soit vous pouvez prendre en considération le fait que vous allez avoir probablement 25% de retour et augmenter vos frais de livraison pour compenser ce coût par anticipation en fait. Après, 25%, c'est une étude de 2018, pardon, donc ça a peut-être évolué. Mais en tout cas, il faut bien réfléchir à cet élément-là et bien le prendre en considération parce que ça peut vite coûter cher. Et en contrepartie, il y a bien des clients qui ne vont pas commander dans le cas où les frais de retour sont à leur charge et pas à la charge du vendeur. En cas de renvoi d'une partie simplement de la commande, le vendeur doit rembourser les frais de livraison au prorata du nombre d'articles renvoyés. Et si jamais il y a eu un contrat principal et des contrats accessoires, par exemple, vous achetez, je sais pas, une télévision et vous prenez un contrat d'assurance pour la couvrir en même temps, les contrats accessoires sont résiliés et remboursés intégralement. Alors la phrase d'après, pour exercer votre droit de rétractation, vous pouvez utiliser le formulaire de rétractation ci-après ou effectuer une déclaration dénuée d'ambiguïté indiquant votre intention de retourner le produit. Là, c'est pareil, c'est une obligation légale. Vous devez proposer un formulaire de rétractation que le consommateur peut remplir, mais ça ne doit pas être une obligation. C'est-à-dire que si le consommateur se contente de vous envoyer un mail ou de vous appeler pour vous dire qu'il souhaite mettre en œuvre la rétractation, dans ce cas-là, vous devez l'accepter. Pareil, sur certains sites, il y a indiqué que l'acheteur, doit remplir un certain formulaire pour pouvoir avoir sa rétractation. Ça, c'est interdit. Vous devez ensuite retourner les produits au plus tard dans les 14 jours suivant votre rétractation. Ça, c'est une obligation pour l'acheteur cette fois, donc il doit renvoyer le produit dans les 14 jours. S'il dépasse ce délai, on peut lui refuser le droit de rétractation. Ça, c'est important pour pas qu'il y ait des produits qui restent bloqués chez le consommateur et que vous ne pouvez pas les revendre et que ça dure pas trop longtemps en fait. En cas d'exercice du droit de rétractation, nous procéderons au remboursement des sommes versées dans un délai de 14 jours, suivant la réception du produit dans nos entrepôts et via le même moyen de paiement que celui utilisé lors de la commande. Donc vous aussi, en tant que vendeur, vous avez cette obligation de rembourser dans les 14 jours, qui suit la date à laquelle vous avez été informé de la décision de rétractation. Il y a une chose qui est importante et qu'il faut absolument mettre aussi dans vos conditions générales de vente, c'est que vous pouvez différer le remboursement jusqu'au jour où vous récupérez les biens ou jusqu'à ce que l'acheteur ait fourni une preuve d'expédition des biens. Donc c'est très important de mettre, je pense, comme dans l'exemple que je vous ai inséré, que l'acheteur va être remboursé dans les 14 jours suivant la réception du produit dans les entrepôts et non pas
par rapport au moment où il vous aura indiqué qu'il souhaitait profiter de cette rétractation. Parce que si jamais il ne renvoie pas le produit, il ne faut pas que vous l'ayez déjà remboursé. Donc ça, c'est une mention qui est importante. C'est une petite latitude laissée au vendeur, en fait, pour être sûr de récupérer son produit avant de rembourser. Donc voilà, on a vu le contenu type un peu d'une clause de droit de rétractation avec le peu de marge de manœuvre que vous avez par rapport à son contenu. Alors il faut faire vraiment attention, parce que si le droit de rétractation ne fait pas l'objet d'une information claire, le délai est prolongé de 12 mois. C'est-à-dire que vos clients peuvent dans ce cas changer d'avis jusqu'à 1 an après la réception de la commande si la clause n'est pas existante ou pas claire. Donc il faut vraiment bien penser à l'insérer dans vos conditions de vente et à ce qu'elle soit suffisamment claire. Alors une deuxième clause obligatoire, c'est la clause sur la livraison. C'est également une partie très réglementée en droit français et il n'est pas possible d'aller à l'encontre de la réglementation française. Les produits sont livrés à l'adresse de livraison indiquée au cours du processus de commande et dans le délai indiqué sur la page de validation de la commande. Alors comme je vous le disais au début, il est obligatoire d'indiquer un délai de livraison avant la conclusion de la commande et il est interdit de parler de délai indicatif. Si aucun délai n'est annoncé ou si ce délai est vague, la loi prévoit que la livraison doit intervenir dans un délai de 30 jours. Mais le principe reste quand même qu'un délai ferme doit être indiqué donc avant la passation de la commande. Le deuxième paragraphe, alors ça c'est en cas de retard d'expédition, un mail vous sera adressé pour vous informer d'une éventuelle conséquence sur le délai de livraison. Ça c'est juste une explication par rapport au processus, ça n'a rien de vraiment légal. Par contre, le paragraphe supplémentaire, là, il est complètement obligatoire et légal. À défaut de respecter le délai de livraison annoncé, le consommateur peut envoyer un courrier commandé ou un mail en mettant en demeure le vendeur d'effectuer la livraison dans un délai supplémentaire raisonnable. Si le professionnel ne s'est pas exécuté dans ce nouveau délai, le consommateur pourra mettre fin au contrat. Alors, donc ça laisse quand même de la latitude par rapport à ce délai de livraison, sauf dans le cas où l'absence de livraison dans les délais résulte d'un refus du professionnel de livrer. Donc si le consommateur pense que le professionnel est de mauvaise foi, il peut résoudre la vente directement. Ou quand la date de livraison ou d'exécution du service constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Donc ça s'apprécie par rapport aux circonstances mêmes du contrat. Par exemple, un achat lié à un événement ponctuel comme un mariage. Dans ce cas-là, le consommateur peut annuler directement le contrat sans mise en demeure s'il y a un retard de livraison. Et si le consommateur résout le contrat en cas de retard de livraison, le consommateur doit être remboursé et il y a un système de pénalité en cas de dépassement d'un délai de 14 jours de remboursement. Alors la dernière phrase, c'est important parce que ça aussi on le voit souvent dans les conditions de vente et elle est complètement interdite. Nous pouvons être tenus pour responsables d'une détérioration du colis à l'arrivée de la livraison. En fait, en droit de la consommation, le transfert des risques s'opère à la remise de la marchandise au consommateur. C'est-à-dire que tout ce qui se passe entre la commande et le moment où le consommateur a le colis entre les mains, c'est forcément le vendeur qui est toujours responsable. Donc, qu'il y a un problème, une perte, un retard, une détérioration, le vendeur devra rembourser ou renvoyer le produit à l'acheteur consommateur. Donc, du coup, on n'a pas le droit de mettre des options assurance transport quand on fait de la vente en ligne. Les garanties. Alors ça, c'est uniquement de l'information parce qu'on peut pas on peut pas beaucoup modifier ce qui est légal, mais par contre, c'est une information complètement obligatoire. Alors déjà, la loi impose de reproduire intégralement 6 articles du Code de la consommation et du Code civil qui organisent le régime de la garantie de conformité et des vices cachés. Donc vous verrez dans beaucoup de conditions générales de vente de gros sites internet, il y a ces articles du Code de la consommation qui sont reproduits. Donc c'est le 217.4, 217.5, 217.12 et 217.16. Et 2 articles du Code civil, le 1641 et 1648. Généralement, à la toute fin des conditions générales de vente, on les retrouve écrites
écrit en tout petit et en italique. Et par ailleurs, l'encadré tel que je l'ai présenté dans le modèle de clause est imposé par la loi. C'est pas simplement une figure de style de certaines conditions de vente, il y a effectivement un certain nombre de mentions qui doivent se trouver encadrées dans les conditions de vente. Donc je vais vous expliquer rapidement la différence entre les garanties qui existent. Il y a deux garanties légales, la garantie de conformité et la garantie des vices cachés, et une garantie commerciale. Alors la première garantie légale, c'est la garantie de conformité. Le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat et répondre des défauts de conformité existants sur le produit et des défauts résultant de l'emballage, des inscriptions de montage ou de l'installation si c'est le vendeur qui l'a effectué. Et en cas de défaut de conformité, le consommateur peut soit demander le remplacement ou la réparation du bien, soit la restitution du prix. La deuxième garantie, qui est une garantie légale, c'est la garantie des vices cachés. La garantie des vices cachés permet au consommateur d'être protégé contre des défauts cachés du produit acheté qui en empêchent l'usage ou l'affectent à un tel point qu'il ne l'aurait pas acquise. Donc cette garantie peut s'appliquer quel que soit le bien acheté, qu'il soit neuf ou d'occasion, et quel que soit le vendeur. Le défaut doit être caché, donc c'est-à-dire que l'acheteur ne pouvait pas le voir au moment de l'achat, rendre le bien impropre à l'usage auquel on le destine, et ça devait exister au moment de l'achat. Alors, ce qui est intéressant par rapport à cette garantie, c'est que l'acheteur a 2 ans à partir de la découverte du défaut pour mettre en œuvre la garantie et saisir la justice. Donc c'est une garantie quand même dépendant du produit qui est acheté, qui peut rendre la vente un petit peu risquée. Mais c'est surtout valable pour des gros produits comme des voitures, comme de l'électroménager, enfin des produits qui peuvent avoir un défaut qui se révèle pas tout de suite au moment de l'achat en fait. Donc si ce défaut existe, dans ce cas-là, le consommateur a le choix entre garder le produit et demander une réduction de prix, ou rendre le produit et demander le remboursement du prix payé ainsi que les frais occasionnés. Et si le vendeur connaissait le défaut du produit, il doit en plus de le rembourser verser des dommages et intérêts. Alors ces deux garanties, ce sont des garanties légales. Elles sont obligatoires, on ne peut pas les exclure dans les conditions de vente à des consommateurs en tout cas. Et vous verrez à la toute fin de la page, j'ai mis une rubrique garantie commerciale. Dans cette garantie commerciale, le vendeur peut proposer, s'il le souhaite, des avantages en plus aux consommateurs qui vont au-delà des règles légales que je viens de vous expliquer. Donc ça va être par exemple une extension de garantie de durée ou de couverture. Et si elle existe, la garantie commerciale doit être énoncée de manière visible sur le site, ainsi que son prix si c'est une option payante bien sûr. Donc cette garantie commerciale, elle est en plus des deux garanties légales, et elle par contre n'est pas du tout obligatoire, ça fait partie des gestes commerciaux qu'un vendeur de e-commerce peut proposer à ses consommateurs, et elle peut être soit payante, soit gratuite. La médiation de la consommation, alors ça c'est une clause que les vendeurs de e-commerce ne connaissent pas forcément, alors que pourtant c'est une obligation depuis quelques années maintenant d'insérer une telle clause. Alors la médiation, c'est une manière de régler un litige sans saisir le tribunal. Un consommateur et un professionnel tentent de parvenir à un accord pour résoudre à l'amiable un litige qui les oppose avec l'aide d'un tiers, le médiateur. À défaut d'accord amiable, le médiateur peut proposer une solution pour régler le litige. Comme les actions judiciaires sont souvent longues et coûteuses, et en plus elles engorgent les tribunaux pour des coûts quand même assez faibles en général, le consommateur peut saisir un médiateur pour essayer de se mettre d'accord avec le vendeur. Par contre, si jamais le processus de médiation n'aboutit pas, le consommateur va pouvoir quand même saisir le tribunal. Alors le processus de médiation de la consommation ne peut être mis en œuvre qu'à l'initiative du consommateur. En fait, en premier, le consommateur doit faire une démarche par écrit auprès du vendeur pour essayer de résoudre son litige. S'il n'y arrive pas, il peut demander une médiation. Et les professionnels ont l'obligation de communiquer aux consommateurs les coordonnées du médiateur de la consommation dont ils relèvent. Donc c'est l'objet de la clause en fait que je vous ai indiqué.
et ces informations doivent être indiquées de manière lisible sur le site internet. Donc ça, c'est en général mis sur les conditions générales de vente. Alors, il existe un certain nombre de plateformes de médiation qui ont été agréées par le gouvernement français. Alors, vous pouvez retrouver cette liste sur le site internet www.economie.gouv.fr/médiation-conso. Ou sinon, vous allez sur Google et vous mettez liste des médiateurs de la consommation et vous retombez sur ce site. Donc, il y a toute une liste de médiateurs, il y en a beaucoup, il y en a peut-être une quarantaine. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous devez adhérer à une des plateformes de médiation pour pouvoir ensuite mettre son adresse sur le site internet. Et dans ce cas-là, le consommateur peut contacter cette plateforme et comme vous êtes adhérent, vous pouvez passer par la plateforme pour résoudre votre litige. Alors les conditions d'adhésion sont très variables selon les plateformes. Il faut regarder la liste, les contacter pour voir ce qu'ils peuvent proposer. En général, il y a un abonnement ou un abonnement à une fédération. Et ensuite, chaque médiation est payante. Et ça, il faut donc aller voir cette liste et essayer de trouver un médiateur parmi cette liste. Au niveau européen, il existe une plateforme également qu'on est obligé de citer dans les conditions de vente. C'est donc la dernière phrase que j'ai indiquée, le dernier petit paragraphe que j'ai indiqué. Là, c'est une plateforme européenne de règlement des litiges en ligne. Elle est mise à disposition par la Commission européenne pour rendre les achats en ligne plus sûrs et plus équitables en permettant l'accès à des outils de règlement des litiges. Donc cette plateforme, elle est gratuite. Elle permet aux consommateurs d'introduire une plainte relative à l'achat d'un bien ou d'un service sur Internet auprès d'un professionnel. Et l'avantage, c'est que ça marche que le professionnel à qui on a acheté soit sur le sol national ou le sol de l'Union européenne. Au moment du dépôt de la réclamation, le consommateur va adresser l'adresse mail du professionnel qui est alors contacté par mail et peut accepter de régler le litige par le biais de la plateforme ou pas. Donc là, par contre, cette plateforme-là, il n'y a pas d'adhésion à faire, c'est une plateforme automatique. Votre seule obligation, c'est d'indiquer ces coordonnées dans vos conditions générales de vente. Donc là, j'en ai fini des clauses qui sont obligatoires dans les conditions de vente, mais je voulais quand même vous parler de deux clauses qui sont conseillées à partir du moment où vous vendez à l'international, ce qui est quand même souvent le cas. La première clause, c'est le présent contrat et les conditions de vente le régissant sont soumises à la loi française. Alors, il y a une liberté de choix de la loi applicable au contrat qui permet au vendeur professionnel d'imposer la loi de son pays d'installation et ça lui permet d'éviter la diversité des réglementations applicables à la protection des consommateurs dans d'autres États membres de l'Union européenne ou même dans d'autres États à l'international. Donc il faut savoir que c'est possible. Par contre, il est possible que dans le pays du consommateur, il y ait des dispositions qui soient plus favorables pour le consommateur et dans ce cas-là, la loi du pays du consommateur va s'appliquer quand même. Donc ça protège un petit peu, mais on peut quand même pas savoir exactement ce qui va se passer en cas de litige avec un consommateur étranger. En fait, la seule manière d'être sûr de ce qui va se passer, c'est si on a un pays en particulier en cible, par exemple, dans le département, il y a beaucoup de sites internet qui s'attaquent à la Suisse. Bah, dans ce cas-là, on peut créer un site internet spécifique pour la Suisse depuis la France et mettre des conditions générales de vente qui soient conformes au droit suisse. Donc sachant que le droit suisse est moins protecteur que le droit français. Bon, l'avantage, si on veut, du droit français, c'est qu'il est déjà tellement protecteur qu'il y a peu de risques quand même que le droit d'un État européen ou d'un autre État dans le monde soit encore plus protecteur que le droit français. Donc globalement, si vous mettez des conditions générales de vente conformes au droit français, elles devraient être suffisantes dans tous les pays de l'Europe, voire du monde, sauf exception. Et la deuxième clause que j'ai indiquée, c'est une clause qui est essentielle également en cas de vente à l'international. C'est une clause qui concerne les droits et les taxes. Parce qu'en cas de livraison hors de France à des consommateurs, même hors de France métropolitaine, la vente en général se fait TTC France. Mais à l'arrivée dans le pays, il est fort possible que la douane locale, par l'intermédiaire de la poste ou de la société de livraison,
demande au client de verser également la TVA du pays d'arrivée, ainsi que des droits de douane en fonction du type de produit et du type et du pays. Et comme il n'est pas possible au vendeur de tout prévoir, il est préférable d'indiquer dans le contrat une clause qui indique que c'est le client qui devra régler en fait ses droits et taxes à l'arrivée. Donc comment ça se passe? Il y a le postier qui se présente chez le client et qui lui dit j'ai un colis pour vous, je vous les remets, mais en contrepartie, par exemple en Suisse, en contrepartie, vous devez me donner tout de suite 70 francs suisses par exemple. Alors ça va dépendre du produit et de la valeur, etc. Mais la remise du colis, elle est conditionnée au fait que le client paye les droits et taxes à l'arrivée. Donc pour être sûr de ne pas avoir de problème, c'est vraiment important de l'indiquer dans les conditions de vente, voire même directement sur le site internet pour que le client soit au courant qu'il peut y avoir des frais supplémentaires qui vont être appliqués et que c'est à lui de se renseigner. Et c'est à lui de les payer. Donc on en a fini avec les clauses des conditions de vente en tant que telles. Maintenant, je vais passer rapidement sur des mentions qui en général sont mises non pas dans les conditions de vente, mais dans une page spéciale, une rubrique spéciale qui s'appelle mention légale. En fait, c'est pour alléger un peu les conditions de vente parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à mettre. Donc vous verrez, il y a toute une liste de mentions par rapport à la société en elle-même. Donc ça, l'idée, c'est que il faut qu'on sache à qui on achète. Donc la seule manière de le savoir, c'est notamment en mettant le numéro au registre du commerce et des sociétés, le nom de la société exact, l'adresse. On est obligé aussi de mettre un numéro de téléphone et une adresse de courrier électronique. On ne peut pas se contenter de mettre un contactez-nous avec un formulaire en ligne. Normalement, il faut aussi pouvoir contacter la société par une adresse mail. Donc ça peut se retrouver dans la rubrique mention légale. Ensuite, alors on ne va pas détailler ici parce que c'est vraiment très compliqué, c'est les mentions relatives aux données personnelles. Alors la plupart des entreprises ont à traiter des données permettant d'identifier des personnes physiques. Et c'est le cas forcément des sociétés de vente en ligne parce que vous allez avoir les noms, les adresses, les numéros de téléphone, etc. qui correspondent à vos clients. Donc l'Union européenne a mis en place en 2018 le fameux RGPD. C'est le règlement général sur la protection des données. Ce règlement impose une obligation d'information concernant le traitement et la conservation des données personnelles, comme le faisait auparavant la loi de 1978 Informatique et Liberté qu'on retrouve dans beaucoup de conditions de vente, beaucoup de mentions légales. Donc je vais juste vous donner quelques mentions qui doivent être faites dans cette clause, mais il faut vraiment regarder les mentions relatives au RGPD, regarder la clause que vous devez insérer et qu'elle soit conforme à l'utilisation que vous faites des données que vous utilisez et que vous récupérez grâce à votre site internet. Donc il doit y avoir l'identité et les coordonnées du responsable de traitement, c'est-à-dire l'entreprise elle-même, donc souvent elles y sont, mais quelquefois un sous-traitant, si vous avez un sous-traitant qui s'occupe de faire de la commercialisation par exemple ou du marketing, ça devrait y être. Le fondement juridique du traitement, donc là ça veut dire que c'est l'exécution du contrat. L'objet de la collecte et les destinataires des données. Donc là, c'est pareil, c'est important que vous indiquiez si jamais vous revendez les données, si elles sont utilisées après à des fins commerciales ou si c'est juste du stockage au sein de votre entreprise. La durée de conservation des données, les droits de la personne sur leurs données personnelles, donc c'est un droit d'accès, de retrait, de rectification, de suppression. La sécurité des données, comment vous faites pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de risque concernant les données, qu'il n'y ait pas de hackers qui viennent prendre les données sur votre site internet, et des modalités de réclamation auprès de la CNIL. Donc vous pouvez aller sur le site de la CNIL, tout ça c'est très bien expliqué. Il y a des clauses types aussi que vous pourrez trouver sur le site de la CNIL, donc je ne vais vraiment pas développer maintenant parce que ce n'est pas l'objet. Et enfin, une dernière mention obligatoire, c'est la mention qui est relative à l'utilisation de cookies. Donc un cookie, c'est un petit fichier informatique, c'est un traceur qui permet d'analyser le comportement des usagers lors de la visite du site internet. Dans la plupart des cas, les éditeurs du site doivent informer les internautes de la finalité des cookies, obtenir leur consentement et leur fournir un moyen de les refuser. Donc ça, c'est pareil, sur le site de la CNIL, vous aurez plein d'informations concernant les cookies, dans quel cas ils sont obligatoires, dans quel cas ils ne le sont pas,
et comment faire pour, enfin, quelles mentions vous pouvez mettre sur votre site internet pour être conforme à la réglementation sur ce sujet. Donc maintenant qu'on a vu comment faire en sorte que vos conditions générales de vente soient conformes à la réglementation, je vais quand même faire un petit zoom sur le fait qu'elles soient utiles, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles soient acceptées par le consommateur et également que le processus de validation de la commande soit lui aussi conforme à la loi. S'agissant du commerce électronique, la validation de la commande se fait par un double clic qui matérialise le consentement. Donc là, ce que je vous ai affiché à l'écran, c'est un exemple de page de confirmation de commande qui permet de faire ce double clic justement. Donc pour que la commande soit valablement conclue, le client consommateur doit avoir pu, avant de la confirmer, vérifier le détail et son prix total et corriger d'éventuelles erreurs. Donc c'est pour ça qu'il y a une page récapitulative, puisque ça permet au client de tout vérifier et ensuite d'appuyer sur le bouton commande avec obligation de paiement. Donc ce double clic, le premier clic, ça permet de valider la commande et le deuxième clic, de confirmer définitivement la commande après l'avoir vérifiée et au besoin, après l'avoir corrigée surtout. En l'absence de ce double clic ou d'information sur l'obligation de paiement, la vente est considérée comme non valide. Et il faut également que le client consommateur ait coché une case indiquant qu'il accepte les conditions générales de vente. Donc comme je vous disais, avant de confirmer définitivement la commande, il faut qu'il y ait le petit bouton, donc là c'est le petit rectangle tout en bas de l'écran, qui doit comporter la mention commande avec obligation de paiement. Donc ça peut paraître un peu étrange, mais ça aussi c'est une obligation légale et il faut que le consommateur sache qu'en cliquant, il va payer. Le vendeur doit aussi s'assurer du consentement du consommateur pour toute option payante qui s'ajouterait au prix de l'objet principal du contrat. Donc par exemple, s'il y a des prestations d'assurance ou des choses comme ça, il y a une interdiction de précocher les cases qui souscrivent à des prestations payantes supplémentaires. Ou pareil pour des produits, quelquefois il y a des sites internet qui proposent des produits complémentaires. Donc on ne doit pas décocher les produits qu'on ne veut pas, on doit cocher ce qu'on veut en fait. Une fois la commande terminée, donc une fois que le double clic a eu lieu, le vendeur doit accuser réception par voie électronique. La commande, sa confirmation, les conditions de vente et l'accusé de réception sont reçus quand le consommateur et le vendeur peuvent y avoir accès soit par courrier électronique, soit à partir d'une page imprimable et consultable sur le site internet par exemple. Une fois que toutes ces étapes sont enfin remplies, la commande peut être considérée comme valablement formée. Donc voilà, j'en ai enfin fini avec toute cette réglementation qui est un peu lourde quand même, il faut l'avouer, mais de toute façon nécessaire et obligatoire. Donc je vais maintenant répondre aux questions que j'ai eues pendant l'exposé. Alors, j'ai une première question. On me demande, je vends des produits alimentaires sur mon site internet. Ai-je le droit d'indiquer que les photos les représentant ne sont pas contractuelles? Alors ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent sur les sites internet, effectivement, sauf qu'on n'a pas le droit. En fait, on ne peut pas indiquer cette mention en l'état parce que les photos sont forcément contractuelles. Ça fait partie de la présentation du produit. Comme je vous disais, il faut qu'il y ait une information préalable sur le produit. Donc la photo en fait partie si vous décidez d'en mettre une. La seule chose qui pourrait être acceptée, ce serait qu'un vendeur de vêtements, par exemple, indique que les couleurs qui ressortent sur les photos ne peuvent pas correspondre exactement à la réalité parce qu'elles dépendent de l'écran de l'internaute. Donc ça, c'est compréhensible et c'est possible. Par contre, il n'est pas possible de mettre que les photos ne sont pas contractuelles. Alors, je vais prendre une deuxième et dernière question parce que j'ai déjà bien dépassé la demi-heure que j'avais prévue au départ. Une deuxième question. Alors, mon site internet actuel ne me permet pas de conditionner l'achat au cochage d'une case « J'ai lu et j'accepte les conditions de vente ». Est-ce un problème? Alors, le cochage de cette case n'est en soi pas obligatoire. Par contre, le problème, c'est qu'il faut réussir à prouver que l'internaute a accepté les conditions de vente avant d'acheter ses produits. C'est le moyen le plus simple.
À défaut, il pourrait vous dire qu'il n'a pas eu connaissance des conditions de vente ou qu'il n'était pas au courant de son droit de rétractation, par exemple, ce qui fait passer le délai de 14 jours à 12 mois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc en fait, il est quand même préférable d'avoir un site adapté qui permette cette coche, parce que sinon le risque, c'est de justement pas pouvoir prouver que le client a accepté ces conditions générales de vente. Donc même si c'est pas obligatoire, c'est quand même très très conseillé. Voilà, j'en ai fini maintenant. Je vais vous envoyer un petit sondage auquel je vous remercie de bien vouloir répondre. Et puis je vous rappelle que vous pouvez télécharger le document, enfin le PowerPoint que je vous ai projeté. Vous pouvez le télécharger en bas à droite de votre écran dans la rubrique documents à distribuer. Si vous avez encore des questions concernant les conditions générales de vente ou les contrats en général, vous pouvez nous contacter. Donc, une fois que j'aurai enlevé le sondage, vous pourrez trouver nos coordonnées. Donc, vous pouvez m'appeler directement ou m'envoyer un petit mail si vous avez des questions en particulier sur ces contrats, les contrats en général. Et si vous avez d'autres questions, notamment sur le développement de votre entreprise, sur la création d'entreprise ou sur la réglementation, vous pouvez contacter notre espace entreprise dont je vous donne les coordonnées également.